Un passeport Nansen, un simple morceau de papier jauni, fragile, presque dérisoire, qui stipule qu'un homme n'appartient à personne, qu'il est une ombre sans état. C'est l'unique vestige d'une identité broyée, le témoin silencieux d'un adolescent qui a vu son monde s'effondrer avant d'apprendre à le racheter pièce par pièce avec le sang et la sueur des autres. Ce document est la preuve qu'Aristote Onassis n'est pas né milliardaire. Il est né du chaos, des cendres et d'une haine froide pour la pauvreté. Le ciel de Smyrne n'était pas noir ce soir de septembre 1922. Il était d'un orange électrique, une teinte de fin du monde qui se reflétait sur les eaux de la Méditerranée. Sur le pont d'un navire surchargé, un garçon de 16 ans, le regard sec et les mâchoires serrées, contemple l'apocalypse. Smyrne, la perle de l'Orient, ce port cosmopolite où il maniait déjà 4 langues avec l'aisance d'un prince héritier, n'est plus qu'un immense brasier. Les troupes turques ne se contentent pas de reprendre la ville, elles effacent un siècle de prospérité grecque. Dans les craquements des manoirs qui s'effondrent, ce ne sont pas seulement des pierres qui tombent, c'est l'empire du tabac des Onassis qui part en fumée. L'odeur est insoutenable, un mélange de tabac précieux, de bois brûlé et de chair humaine. Car l'histoire officielle oublie souvent le prix du sang. 3 oncles d'Aristote, une tante et leur fille ont péri, carbonisés dans l'église d'Akhisar. Ils étaient 500 chrétiens, entassés, priant un Dieu qui ne les écoutait plus, tandis que les flammes léchèrent les icônes avant de dévorer leur corps. Le jeune Aristote comprend alors une vérité brutale que les écoles prestigieuses ne lui avaient jamais enseignée. Rien n'est permanent, et la sécurité est une illusion pour les faibles. Il ne sera plus jamais faible. Mais ce traumatisme n'est que le prélude à une métamorphose plus inquiétante. La famille Onassis, autrefois l'élite de la ville, se retrouve entassée parmi des centaines de milliers de réfugiés à Athènes. Ils ont survécu, certes, mais pour des gens comme Aristote, la survie est une insulte. Son père, Socrate, est brisé. Ses réseaux, ses entrepôts, ses navires, tout a été englouti par l'histoire. Pour le jeune homme, la Grèce n'est qu'une salle d'attente lugubre. Il possède cette rage particulière de ceux qui ont goûté à l'opulence et qui ne supportent pas l'odeur de la défaite. À 17 ans, il prend une décision qui ressemble à un suicide social. Quitter le continent. Le 21 août 1923, il débarque à Buenos Aires. Dans ses poches, $250. À sa ceinture, son passeport de paria. Rien d'autre. Pas de contact, pas de garantie, juste une ambition qui confine à la folie et la certitude absolue que le pire est déjà derrière lui. L'Argentine des années 20 est une terre de promesses, mais elle ne fait pas de cadeaux aux réfugiés grecs. Aristote commence tout en bas de l'échelle, portant des briques, plongeant ses mains dans l'eau grasse des cuisines de restaurants miteux. C'est un déclassé qui observe, qui apprend, qui attend son heure. Il finit par décrocher un poste de téléphoniste de nuit pour la British United River Plate Telephone Company. Le salaire est dérisoire, une misère qui permet à peine de louer une chambre de bonne. Mais Onassis a compris une chose que les autres ignorent. Dans ce nouveau siècle, l'information est plus précieuse que l'or. Pendant que le reste du monde dort, Aristote branche ses écouteurs et devient un fantôme dans les câbles de cuivre. Il écoute, il pirate les secrets des puissants. Chaque nuit, il intercepte les négociations de contrats, les fusions d'entreprises, les faiblesses des magnats de l'industrie. Il apprend qui est aux abois, qui cherche à importer du tabac, qui triche et qui ment. Il utilise ses journées, qu'il devrait passer à dormir, pour relancer l'entreprise de tabac de sa famille depuis Buenos Aires. Son père et son oncle lui envoient des feuilles de tabac turques depuis le Pirée, mais les fabricants de cigarettes argentins méprisent ce gamin aux chaussures usées. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce gamin connaît déjà le montant exact de leurs dettes et le nom de leur maîtresse. Travailler la nuit et conquérir le jour. Le rythme est infernal, mais la haine de la pauvreté est un carburant inépuisable. Onassis utilise les informations glanées sur les lignes téléphoniques pour approcher ses cibles avec une précision chirurgicale. Il ne demande pas une faveur, il propose une solution à un problème qu'il est le seul à connaître. Il commence à mélanger les tabacs orientaux, plus doux, pour créer des cigarettes qui séduisent l'élite argentine. Il n'est plus un réfugié, il commence à devenir un rouage essentiel du commerce international. Son arme secrète n'est pas son capital, il n'en a pas. Son arme, c'est l'absence totale de scrupules. Il a vu son monde brûler, il a vu ses proches mourir dans une église transformée en four. Désormais,
Il sait que la morale est un luxe de riche, et il est bien décidé à devenir l'homme le plus riche de la planète pour ne plus jamais avoir à subir la loi des autres. L'ascension d'Onassis n'est pas une success story ordinaire, c'est une vengeance contre le destin. Dans l'ombre des centraux téléphoniques de Buenos Aires, un empire est en train de naître, bâti sur le silence, l'espionnage et une volonté de fer qui ne reculera devant aucune trahison. Le jeune homme aux 250 $ s'apprête à racheter le monde. Mais à quel prix pour son âme? L'obscurité du central téléphonique n'était pas un refuge, c'était un laboratoire. La nuit, Aristote porte le bleu de travail, les mains calleuses d'un ouvrier qui manipule les câbles de cuivre de la British United River Plate. Mais sous cette étoffe rugueuse bat le cœur d'un prédateur qui ne dort jamais. Il écoute. Il pirate le souffle même de la haute société argentine. Chaque clic sur le standard, chaque chuchotement entre magnats de l'industrie est une pépite d'or qu'il ramasse dans le silence de son poste de nuit. Le jour, il change de peau. Il enfile des costumes sur mesure, ajuste sa cravate et devient l'homme d'affaires impitoyable qu'il a décidé d'être. Ce dédoublement de personnalité est sa force. Il connaît les secrets de ses adversaires avant même qu'ils ne les formulent. Le destin bascule au milieu des années 20 par un simple frisson électrique dans ses écouteurs. Il intercepte une conversation sur le nouveau monde du cinéma parlant. On y parle d'une scène où l'actrice principale, une icône de grâce, allumera une cigarette. Pour le commun des mortels, c'est un détail. Pour Onassis, c'est une prophétie. Si l'image de la femme moderne doit être associée au tabac à l'écran, le marché mondial va exploser. Il comprend que les femmes ne cherchent pas seulement de la nicotine, elles cherchent de l'émancipation, un symbole de pouvoir. Il lui faut un partenaire, ou plutôt une proie. Il jette son dévolu sur Juan Gaona, le titan du tabac en Argentine. Aristote le traque, le harcèle, campe devant son bureau avec la patience d'un loup. Quand Gaona cède enfin, il ne voit qu'un jeune homme audacieux. Il ne voit pas l'homme qui vient de lui arracher un contrat de 10 000 $ pour du tabac turc. Ce n'est que le début. Onassis crée sa propre marque, s'appropriant les codes du luxe. Il convainc la diva Claudia Muzio, la voix d'or de l'opéra, de fumer ses cigarettes en public. C'est un coup de génie marketing qui transforme une habitude en un rituel de classe. À 25 ans, le réfugié qui dormait dans des draps sales est millionnaire. Il empoche 100 000 $ de commission. Le gouvernement grec, ébloui par ce prodige qui semble transformer la poussière en or, le nomme consul général. Il obtient la nationalité argentine en 1929. Le paria a désormais un drapeau, mais son ambition n'a plus de frontières. En 1932, alors que son père Socrate rend son dernier soupir, Aristote fait un constat glacial. Les fabricants de cigarettes sont des nains face aux géants qui transportent la marchandise. L'argent n'est pas dans le produit, il est dans le mouvement. Nous sommes au cœur de la Grande Dépression. Le monde est à genoux, le commerce international est une épave sanglante. C'est précisément pour cela qu'Aristote décide d'entrer dans l'arène. Là où les autres voient la ruine, il voit des soldes. Il achète 6 cargos pour une fraction de leur valeur réelle. Ses pairs le croient fou. Qui achète des navires quand les ports sont vides? Aristote, lui, sait que la misère n'est qu'un cycle. Il parie sur la fin du monde pour mieux régner sur celui qui suivra. La Seconde Guerre mondiale éclate et Onassis, avec une froideur chirurgicale, comprend que le sang est le meilleur lubrifiant pour ses affaires. En 1938, il lance son premier pétrolier. Il ne se contente pas de posséder des navires, il réinvente la triche légale. Il enregistre sa flotte au Panama. C'est le coup de maître de l'apatride. Pas d'impôts, pas de réglementation contraignante, des coûts dérisoires. Il devient l'homme le moins cher du marché mondial, alors que le pétrole devient le sang de la guerre. Il loue ses navires aux Alliés à des tarifs qui feraient rougir un usurier, tout en négociant des protections et des contrats de faveur. Pendant que les flottes concurrentes coulent sous les torpilles allemandes, la sienne grandit, protégée par des accords d'ombre. La paix revient, mais la soif d'Onassis est inextinguible. Il rachète 23 Liberty Ships aux États-Unis pour une bouchée de pain. C'est ici que naît la légende du supertanker. Pour transporter l'or noir plus vite et moins cher, il faut des monstres. En 1954, il en commande 17 d'un coup. Ces navires sont des cathédrales de fer. L'arithmétique de son succès est brutale. Une seule location de 6 mois rembourse l'intégralité du navire. Les 20 années suivantes ne sont que du profit pur, net, indécent.
Lorsque le canal de Suez ferme en 1956, puis en 1967, Onassis ne panique pas. Il sourit. Ces superpétroliers contournent le cap de Bonne-Espérance, dictant leur prix à une Europe assoiffée d'énergie. Il est devenu plus puissant que les gouvernements qu'il sert. Mais dans cette course effrénée vers l'absolu, il a oublié que le destin aime reprendre ce qu'il a donné avec une cruauté égale à la fortune qu'il a permis de bâtir. Pendant que les autres compagnies maritimes s'épuisent dans les méandres d'un monde qui change trop vite, les superpétroliers d'Aristote redéfinissent la géométrie du profit. Au début des années 50, le petit réfugié de Smyrne ne possède plus seulement des bateaux, il commande une armada. Sa flotte est plus imposante, plus moderne et plus redoutable que la marine de guerre de nombreux pays souverains. Il est devenu un État sans terre, un souverain dont les frontières flottent au gré des marées. Mais la mer ne lui suffit plus. Il lorgne vers l'azur avec l'insolence de ceux qui ne connaissent pas de limites. En 1957, il s'empare d'Olympic Airways. Le ciel devient son nouveau terrain de jeu, son salon privé à 10 000 mètres d'altitude. Il ne se contente pas de transporter des passagers, il veut humilier la médiocrité du service public. Dans ses avions, l'argenterie est plaquée or, les bougies vacillent sur les tables de la première classe et les hôtesses sont les vitrines d'une élégance que le monde entier lui envie. En 1959, il achète des comètes 4B, des joyaux de technologie qui fendent l'air avec une fureur silencieuse. Il est alors l'un des 2 seuls hommes au monde à posséder sa propre compagnie aérienne privée. L'autre s'appelle Howard Hughes. 2 fous, 2 génies, 2 prédateurs qui s'observent d'un continent à l'autre. Sa soif de conquête le mène jusqu'aux côtes de Monaco. Il engage une guerre feutrée mais impitoyable contre le prince régnier III. En rachetant la Société des Bains de Mer, Onassis devient le véritable propriétaire du casino et des hôtels de luxe de la principauté. C'est un duel entre le sang bleu et l'argent sale, entre la tradition et l'audace. Pour régner, Monaco est un héritage. Pour Aristote, c'est une marchandise. Il finit par s'offrir son propre Éden, l'île de Scorpios, achetée pour 3,5 millions de drachmes. Il transforme ce rocher aride en un paradis artificiel, un sanctuaire où il peut régner sans partage. C'est là, au large, qu'est amarré le Christina, son yacht légendaire nommé d'après sa fille. Plus qu'un bateau, c'est un palais flottant dont les tabourets du bar sont recouverts de cuir de prépuce de baleine. Une provocation de plus. Un rappel constant que tout, absolument tout sur cette terre a un prix et peut être consommé. Pourtant, derrière cette opulence qui frise l'obscénité, le bâtisseur d'empire est aussi un homme qui tisse les fils de sa propre ruine familiale. Le 28 décembre 1946, à 40 ans, il scelle son destin en épousant Athina Marie Tina Livanos. Elle n'a que 17 ans. Elle est la fille de Stavros Livanos, le patriarche de la marine grecque, l'incarnation même de cette vieille fortune qui méprisait Onassis. Ce mariage n'est pas seulement une union, c'est un hold-up social. En prenant la main de Tina, Aristote force les portes d'un club qui lui était fermé. Il ne s'agit pas d'amour, mais d'une alliance stratégique destinée à écraser l'arrogance des traditionalistes. Il est désormais de la famille. Ils ne peuvent plus le snober, ils doivent le subir. La descendance ne tarde pas à arriver, comme pour valider la puissance de la lignée. Alexandre naît le 30 avril 1948. Le jour même, son père lance un pétrolier de 18 000 tonnes aux États-Unis. 5 ans plus tard, c'est au tour d'Alexandre, encore enfant, de briser une bouteille de champagne sur la coque du Tina Onassis en Allemagne. Les enfants ne sont pas des individus, ce sont des extensions de sa flotte, des trophées de chair et d'os destinés à perpétuer son nom. Christina naît en 1950, complétant le tableau de la famille parfaite. Ils voyagent entre des propriétés somptueuses, entourées de domestiques et de luxe, mais ce décor de théâtre commence déjà à se fissurer sous le poids des mensonges. Au milieu des années 50, le couple ne partage plus que les apparences. La trahison finale intervient au château de la Croé, au Cap d'Antibes. Tina découvre Aristote dans le lit conjugal avec l'une de ses propres amies. Le silence qui suit cette découverte est plus glacial que les eaux de l'Atlantique. Le mariage est mort, mais Onassis s'en moque. Il a déjà trouvé celle qui va devenir son obsession, sa muse et son miroir. Elle est la seule voix capable de couvrir le bruit de ses machines.
avant de découvrir le pacte de sang et de passion qui va lier le pirate des mers à la tragédienne absolue et comment cet amour va consumer leurs deux mondes, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette odyssée tragique. Venise, été 1957. Sous les ors d'un palais vénitien, lors d'une fête organisée par la redoutable Elsa Maxwell, le destin frappe une nouvelle fois. Aristote Onassis rencontre Maria Callas. Ce ne sont pas deux êtres qui se croisent, ce sont deux mythes qui s'entrechoquent. Ils sont les deux Grecs les plus célèbres de la planète. Elle est la diva, la soprane suprême qui a réinventé l'opéra par la fureur de son interprétation. Née à New York de parents immigrés, elle a gravi les échelons de la gloire avec une discipline de fer transformant sa voix en un instrument de torture et de beauté. Au moment de leur rencontre, la Callas est mariée à Giovanni Battista Meneghini, un industriel italien de 30 ans, son aîné qui gère sa carrière comme une usine. Meneghini lui a offert la stabilité, la citoyenneté italienne et le confort. Mais Onassis lui offre quelque chose de bien plus dangereux, le reflet de sa propre ambition démesurée. Entre le milliardaire brutal et la cantatrice fragile, l'attraction est immédiate, animale, inévitable. Ils se reconnaissent. Ils savent que pour atteindre le sommet où ils se trouvent, ils ont dû sacrifier tout ce qu'il y avait d'humain en eux. La liaison qui s'amorce ne sera pas une simple affaire de cœur, ce sera un naufrage magnifique dont personne ne sortira indemne. Meneghini n'était pas un mari, c'était un geôlier de velours. Il gérait son emploi du temps comme un inventaire, ses finances comme un usurier et sa vie comme une propriété privée qu'on protège de la poussière. Il avait été le pilier de Maria Callas au moment où elle chancelait, mais ce soutien avait le goût métallique de la dépendance. De l'autre côté de ce miroir déformant, Aristote Onassis maintenait le simulacre de son union avec Tina. Leur mariage n'était plus qu'une architecture de convenance, une façade de marbre fissurée tenue debout par l'unique nécessité de protéger l'héritage des enfants et l'illusion d'une dynastie parfaite. Entre Aristote et Maria, l'attraction ne fut pas un coup de foudre, ce fut une collision entre deux astres trop massifs pour s'éviter. Il aura fallu 2 ans de manœuvres souterraines avant que le volcan ne déchire la croûte des mondanités. L'été 1959 marque le début de la fin. Onassis invite le couple Meneghini pour une croisière de 3 semaines à bord du Christina. Ce n'est pas un voyage, c'est une mise en scène macabre de la puissance. Parmi les invités, Winston Churchill et sa femme servent de trophées de prestige, des reliques fatiguées d'un empire mourant dont la présence semble ennuyer la diva au plus haut point. La croisière devait être un sommet de culture et d'élégance. Elle devient le théâtre d'un naufrage moral. Onassis ne courtise pas Maria, il l'assiège. Il utilise chaque centimètre de son palais flottant, chaque coucher de soleil sur la Méditerranée pour briser la résistance d'une femme épuisée par sa propre légende. Pour Aristote, la Callas est le seul trophée qui lui manque. Une gloire internationale qui égale la sienne, une identité grecque qui résonne avec ses propres racines, une femme qui comprend la solitude glaciale des sommets. Pour Maria, Onassis est une issue de secours. Sa voix l'abandonne, ses cordes vocales se déchirent sous la pression, et la guerre des tranchées qu'elle mène contre ses rivales comme Renata Tebaldi a fini par vider son âme. Elle veut cesser d'être une voix pour devenir une femme. Elle veut que l'art s'arrête pour que la vie commence. À la fin de la croisière, l'odeur du scandale est plus forte que celle de l'iode. L'équipage observe, les invités se détournent, et Tina Livanos, incapable de supporter plus longtemps le spectacle de son propre effondrement, quitte le navire précipitamment. Elle a compris que son mari ne revient jamais de ses conquêtes. La presse mondiale se jette sur les débris de ses mariages avec une fin de charognard. En novembre 1959, Callas brise 10 ans de vie commune avec Meneghini. Elle tente de parler de carrière cinématographique, de nouveaux horizons, mais le monde entier sait que le véritable scénario s'écrit dans l'ombre d'un milliardaire grec. En 1960, Tina porte l'estocade finale devant la Cour suprême de New York. Elle invoque l'adultère, la seule arme légale capable de dissoudre son lien avec Aristote. Ce qui suit n'est pas une romance, c'est une guerre d'usure de 9 ans. Libérés de leur chaîne légale, les amants s'adorent et se déchirent avec une violence qui confine à la folie. Leurs amis décrivent des scènes de ménage où les insultes tonnent comme des coups de canon et où les altercations physiques deviennent le sel d'une passion toxique. Maria veut l'impossible, un foyer, des enfants, une normalité que Lord Onassis ne peut pas acheter. En 1960, le miracle semble se produire. Elle est enceinte.
Mais le destin d'Onassis est marqué par le feu de Smyrne. Il ne laisse rien pousser sur son passage. Le 30 mars 1960, un petit garçon naît. Il ne vivra que quelques heures. Un souffle de vie, un cri étouffé, et puis le silence. Aristote est absent, déjà ailleurs, déjà loin de cette douleur qu'il ne sait pas gérer. Maria reste seule avec le fantôme d'un fils. En 1963, l'histoire se répète avec une cruauté mathématique. Elle perd un second enfant. Et pendant qu'elle se vide de son sang et de ses espoirs dans une clinique, Aristote reçoit sur le Christina une autre veuve, une autre icône, Jacqueline Kennedy et sa sœur Lee Radziwill. Le timing n'est pas seulement cruel, il est l'annonce d'une trahison qui va définitivement anéantir la diva. On murmure qu'en 1966, une troisième grossesse aurait été interrompue à la demande expresse d'Onassis, transformant leur amour en une entreprise d'effacement systématique de la féminité de Maria. La relation sombre dans une dysfonctionnalité totale. Un abîme où l'argent sert de pansement à des plaies qui ne cicatriseront jamais. Maria Callas a sacrifié sa voix et son génie pour un homme qui ne voyait en elle qu'un navire de plus dans sa flotte, une pièce de collection dont il s'apprêtait déjà à se lasser pour une prise plus prestigieuse encore. Maria Callas était la voix du siècle, une tragédienne capable de faire pleurer les pierres, mais à l'intérieur, elle n'était qu'une petite fille affamée de reconnaissance. Elle avait grandi sous la botte d'une mère tyrannique, qui l'avait dressée comme un animal de foire, exigeant le succès au prix de son enfance. Meneghini l'avait ensuite gérée comme un placement boursier. Avec Onassis, elle pensait avoir trouvé un port, mais elle n'avait fait que s'échouer sur un récif plus tranchant encore. Aristote détenait tout le pouvoir. Il la contrôlait par le silence, par l'attente, par ce refus obstiné de l'épouser alors même que leur chaîne légale avait volé en éclats. Il aimait sa célébrité, pas son âme. Maria était pour lui la validation ultime, le trophée grec qui prouvait au monde qu'un réfugié de Smyrne pouvait posséder la plus grande artiste vivante. Mais l'engagement était une cage dont il ne voulait pas. Pourquoi s'enchaîner ? Onassis portait en lui les cendres de son enfance. Il avait vu son monde s'évaporer dans les flammes en 1922. Depuis, il vivait avec la certitude que tout ce qui est permanent est une cible. Pour lui, le mariage était une vulnérabilité inutile. Maria, elle, jouait la nourrice, la protectrice, comblant le vide laissé par la mort prématurée de la mère d'Aristote en 1912. Elle lui offrait une tendresse qu'il n'avait jamais connue, et en retour, il lui offrait une cruauté d'une précision chirurgicale. Le 19 mai 1962, au Madison Square Garden, le monde entier a les yeux rivés sur Marilyn Monroe et sa robe cousue sur la peau, murmurant un « Happy Birthday » provocateur au président Kennedy. Maria est là, elle aussi. Elle chante, elle est impériale. Mais après la soirée, dans l'intimité moite de leur voiture, Onassis lui assène un coup de poignard. Personne ne s'intéresse à ta voix, Maria, de la même manière que personne ne s'intéresse au corps de Monroe. Pour lui, tout n'était que spectacle. Une foire aux vanités où l'art de Callas était réduit à un simple bruit de fond. Maria a tout sacrifié pour cet homme qui la méprisait en souriant. Elle a abandonné les planches, délaissé ses gammes, laissé sa voix se fissurer. En 1963, lorsque Franco Zeffirelli lui demande pourquoi elle ne travaille plus son chant, sa réponse est un aveu de défaite. « J'essaie de réussir ma vie de femme. » La diva qui avait réinventé l'opéra se contentait désormais d'attendre un signe de tête d'un pirate qui ne la regardait déjà plus. Sur le Christina, l'atmosphère change. Onassis reçoit Lee Radziwill et sa sœur Jacqueline Kennedy. Maria observe, le cœur serré, l'attention dévorante qu'il porte aux deux Américaines. Elle a fini par accepter ses infidélités comme on accepte une tempête inévitable, mais elle ignore encore que la prochaine vague va l'engloutir. Le 22 novembre 1963, le monde bascule à Dallas. Jacqueline Kennedy devient la veuve de l'Amérique. Elle est brisée, ayant perdu son mari quelques mois seulement après la mort de son nouveau-né, Patrick. Lee Radziwill, peut-être pour briller aux yeux de sa sœur ou pour sceller son propre lien avec le milliardaire, invite Jackie à se reconstruire sur le Christina. À la fin de ce voyage, l'échiquier est renversé. Onassis offre un collier de diamants étincelant à Jacqueline. À Lee, il tend un bracelet si dérisoire qu'elle dira plus tard qu'on ne l'aurait même pas offert à une enfant de 6 ans. Le message était limpide pour tout le monde.
sauf peut-être pour Maria qui voulait encore croire au miracle. Onassis avait choisi sa nouvelle proie, une femme dont le prestige effaçait celui de la diva. Mais il allait faire durer le supplice. Pendant 5 ans encore, il allait maintenir Maria dans un purgatoire sentimental, multipliant les promesses jamais tenues et les rendez-vous clandestins, tout en tissant sa toile autour de la Maison Blanche. Calas attendait une bague. Elle ne recevrait qu'un exil intérieur. L'empire d'Onassis était désormais au zénith, mais le sang et les larmes commençaient à saturer les fondations de sa fortune. Le destin, comme une tragédie grecque, attendait simplement le moment où la chute ferait le plus de bruit. Pendant 5 ans, Aristote Onassis a joué une partition d'une cruauté absolue, une danse de salon entre deux mondes que tout opposait. D'un côté, la poursuite discrète et méthodique de Jacqueline Kennedy, l'icône de l'Amérique, la veuve éplorée qu'il voulait épingler à son revers comme le trophée ultime de sa conquête de l'Occident. De l'autre, Maria Callas. La diva, sa compatriote, celle qui portait en elle la même poussière des ports grecs et la même fureur de vivre. Maria regardait ce manège se déployer, impuissante, le cœur serré par une espérance qui frisait la folie. Elle se persuadait que leur héritage commun, cette racine grecque indéracinable, finirait par peser plus lourd que les millions ou le prestige d'un nom étranger. Elle pensait qu'ils se comprenaient au-delà des mots, au-delà du luxe, dans une sorte de pacte de sang. Elle se trompait. La chute fut d'autant plus brutale qu'elle fut publique. En 1968, l'annonce du mariage d'Aristote avec Jacqueline ne fut pas seulement une nouvelle mondaine. Ce fut l'arrêt de mort émotionnel de Maria Callas. Le 20 octobre 1968, l'île de Scorpios, ce paradis privé arraché à la mer Ionienne, se transforme en une forteresse de marbre et de fleurs pour le mariage du siècle. Le milliardaire de Smyrne épouse Jacqueline Bouvier Kennedy, la veuve du 35e président des États-Unis. Le monde est sous le choc. Pour l'opinion publique, c'est une profanation. Pour Maria Callas, c'est une exécution. Mais derrière les sourires de façade et le faste des noces, les coulisses de cette union ressemblent davantage à un contrat d'armement qu'à un serment d'amour. Avant que l'échange des alliances ne soit scellé, un pacte financier d'une précision chirurgicale avait été négocié avec Ted Kennedy. Jackie devait recevoir 3 millions de dollars immédiatement, auxquels s'ajoutait 1 million pour chacun de ses 2 enfants, Caroline et John Jr. C'était le prix à payer pour compenser la perte de sa rente du fonds Kennedy, s'élevant à 150 000 dollars annuels qu'elle abandonnait en se remariant. Et pour assurer ses vieux jours, Aristote s'engageait à lui verser cette même somme chaque année jusqu'à son dernier souffle. L'arithmétique de cette union était implacable. Onassis collectionnait les femmes comme il alignait ses tankers, et Jackie était la perle rare, celle qui lui offrait une respectabilité que tout l'or du monde n'avait pu lui acheter. Pour Jacqueline, ce mariage était une armure. Elle cherchait la sécurité, l'anonymat et le silence que seules les îles privées et les armées de garde du corps pouvaient offrir. Elle voulait fuir le regard dévorant de l'Amérique. Mais le poison de l'insatisfaction s'invita dès la lune de miel. À Acapulco, l'idylle se transforma en un champ de bataille silencieux. La tension était telle qu'Aristote, dans un accès de rage ou de lucidité froide, rédigea son testament à la main sur le papier à lettres d'un jet privé. Les clauses étaient d'une violence inouïe. Si Jackie osait contester ses dernières volontés, elle ne recevrait que le minimum légal imposé par le droit grec, soit 12,5% de sa fortune, et devrait assumer seule chaque centime des frais de justice. L'amour était déjà mort, remplacé par une méfiance paranoïaque. Le couple habitait 6 résidences somptueuses, mais aucune n'était un foyer. Entre son appartement de 15 pièces sur la 5e avenue à New York, sa ferme dans le New Jersey, l'appartement d'Aristote avenue Foch à Paris, ses palais à Athènes et à Scorpios et le yacht Christina, ils ne faisaient que se croiser. Ils possédaient tout, mais ne partageaient rien. Et dans ce vide sidéral, Maria Callas restait l'ombre omniprésente. Selon les confidences du secrétaire privé d'Onassis, le milliardaire n'avait jamais cessé de voir la diva. À Paris, dans le secret des salons feutrés, ils reprenaient leur liaison clandestine là où ils l'avaient laissée. On murmure qu'il lui aurait avoué trop tard qu'elle était le seul véritable amour de sa vie. Mais le destin, ce vieux juge grec, n'accepte pas les remords tardifs.
Pour le cercle intime d'Aristote, ce mariage avec la reine d'Amérique était un acte d'hubris, une insulte à l'équilibre du monde que les dieux ne manquèrent pas de punir. Le châtiment tomba le 22 janvier 1973 à Athènes. Le ciel était clair sur l'aéroport international d'Hellinikon, un cadre dérisoire pour la fin d'une dynastie. Alexandre Onassis, 24 ans, s'apprêtait à effectuer un vol d'essai de routine. En tant que président d'Olympic Aviation, il devait superviser l'instruction d'une nouvelle recrue, Donald McCusker. Alexandre n'était pas seulement un héritier. Il était un pilote passionné, avec plus de 1500 heures de vol au compteur. Malgré une vue médiocre qui lui interdisait les licences de transport lourd, il pilotait des taxis aériens et des avions légers avec une précision de mécanicien. Le vol était sa seule échappatoire, l'unique domaine où l'ombre écrasante de son père ne pouvait l'atteindre. Leur relation était un tissu de rancœur et de silence. Alexandre et sa sœur Christina n'avaient jamais pardonné le divorce de leurs parents et encore moins l'arrivée de Jacqueline Kennedy dans leur vie. Alexandre ne mâchait pas ses mots. Son père aimait les noms prestigieux et Jackie aimait l'argent. Pour lui, ce mariage n'était qu'une transaction de plus dans l'inventaire d'un vieillard assoiffé de pouvoir. Il cherchait sa propre identité dans le vrombissement des moteurs, loin des intrigues de Scorpios et des secrets de l'avenue Foch, mais ce jour-là, la mécanique décida de trahir l'homme qui croyait tout contrôler. La rébellion d'un fils est souvent le miroir déformant des péchés du père. Alexandre Onassis ne voulait plus être l'héritier d'un empire de fer et de pétrole. Il voulait être un homme libre, et pour Aristote, la liberté des autres était une insulte personnelle. Au cœur de ce conflit familial, une femme, Fiona Campbell Walter. Elle était belle, riche, indépendante et surtout, elle avait 16 ans de plus qu'Alexandre. Pour le patriarche de Smyrne, cette liaison n'était pas un simple caprice, c'était une trahison. Fiona représentait tout ce qu'Aristote ne pouvait pas acheter. Une noblesse de caractère et un refus de se soumettre aux manipulations de l'argent sale. Durant la dernière année de sa vie, Alexandre multiplia les affrontements avec son père, tant sur la gestion désastreuse d'Olympic Airways que sur son désir d'épouser Fiona. Il avait lancé un ultimatum. Il quitterait l'entreprise et la tutelle psychologique étouffante de son géniteur. Mais le destin, ou peut-être quelque chose de plus sombre, avait d'autres plans pour le prince héritier. Cet après-midi de janvier, le ciel d'Athènes est d'un bleu indifférent. Alexandre monte à bord de son Piaggio 136 L2, un avion amphibie qu'il chérit plus que n'importe quelle possession terrestre. À ses côtés, Donald McCusker, une recrue, et Donald McGregor, son pilote habituel affaibli par une infection oculaire. L'objectif est une simple série d'amérissages entre les îles d'Égine et de Poros. Mais à peine l'appareil a-t-il quitté la piste 33 que la tragédie s'invite dans le cockpit. En moins de 15 secondes, l'aile droite décroche, refusant de répondre aux commandes. L'avion bascule, se tord et s'écrase dans un fracas de métal hurlant. 15 secondes. C'est le temps qu'il faut pour briser le rêve d'un homme qui croyait avoir tout conquis. Alexandre est transporté d'urgence, la boîte crânienne fracassée, vers l'hôpital militaire américain, puis vers l'unité neurochirurgicale de l'hôpital KAT. À New York, la nouvelle frappe Aristote comme un coup de masse. L'homme qui commandait aux océans s'effondre. Le choc est si violent que ses proches craignent pour sa propre vie. Le lendemain, il débarque à Athènes avec Jackie, le visage ravagé par une angoisse que ces milliards ne peuvent apaiser. Le spectacle à l'hôpital est digne d'une tragédie antique. Tina, la mère d'Alexandre, arrive de Suisse au bras de son nouvel époux, Stavros Niarchos. Voir son fils mourant est une agonie. Le voir entouré de son rival le plus détesté est une humiliation que les dieux grecs n'auraient pu mieux mettre en scène. Onassis fait venir par avion spécial le plus grand neurochirurgien de Londres, Alan Richardson. Mais la science est muette face à l'inéluctable. Le verdict tombe, sec et froid comme une lame de guillotine. Alexandre n'a aucune chance. À 19h, le 23 janvier 1973, 27 heures après l'impact, le cœur du fils s'arrête de battre. L'injustice de cette mort déchire la raison d'Aristote. Comment expliquer que son fils, pilote chevronné de 1500 heures de vol, soit mort en 15 secondes alors que les deux autres passagers s'en sortent avec des blessures mineures? Pour le milliardaire, ce n'est pas un accident. C'est un sabotage, c'est un meurtre. Il envisage un instant de faire cryogéniser le corps, refusant l'idée même de la décomposition de son héritage. On l'en dissuade.
Alexandre est embaumé et enterré sur l'île de Skorpios, à l'ombre de la petite chapelle. Le paradis privé d'Onassis devient un mausolée. La mère, qui lui avait tout donné, vient de lui reprendre sa raison d'être. L'enquête officielle conclut à une erreur de maintenance. Les câbles des ailerons auraient été inversés lors de l'installation d'une nouvelle colonne de direction. Une négligence stupide, banale, mortelle. Mais Onassis ne peut accepter cette vérité dérisoire. Accepter l'accident, c'est accepter que sa puissance ne vaut rien face au hasard d'un mécanicien distrait. Il voit la main de la CIA, de la junte grecque, de Niarchos, ou même de ses propres employés. En décembre 1974, il publie une annonce dans la presse offrant $1 million pour toute preuve d'un acte délibéré. Personne ne réclamera jamais la prime. Les accusations tombent, les procès s'éteignent dans le silence des bureaux d'avocats. En 1978, 3 ans après la mort d'Aristote, McCusker recevra $800 000 de compensation d'Olympic Airways, mais pour le vieux lion de Smyrne, la vérité n'avait plus d'importance. Aristote Onassis ne s'est jamais remis. Il avait survécu au grand incendie de sa ville natale, à la pauvreté extrême des réfugiés, aux guerres mondiales et aux trahisons de la haute finance. Mais il ne pouvait pas survivre au silence de Skorpios. L'homme qui avait acheté le monde s'est rendu compte, trop tard, qu'il marchait sur des cendres. Son fils était enterré à 24 ans, emportant avec lui le nom, l'avenir et la dernière trace d'humanité de son père. Le témoin silencieux de cette ascension fulgurante, ce passeport Nansen d'apatride, ne servait plus à rien. Aristote Onassis n'était plus un empereur. Il n'était plus qu'un vieillard mourant sur un yacht trop grand pour sa solitude, hanté par le bruit d'un moteur qui s'éteint en 15 secondes. L'argent a une odeur, mais il n'a pas de cœur. Après la mort d'Alexandre, Aristote Onassis ne vieillit pas. Il se pétrifie. En une seule nuit, l'homme électrique, celui dont le rire résonnait comme un défi jeté à la face du monde, devient une épave hantée. Ses amis ne reconnaissent plus ce spectre aux mains tremblantes qui erre dans les couloirs de ses palais. La superstition, ce vieux démon grec qu'il avait toujours gardé à sa table, finit par le dévorer tout entier. Il est désormais convaincu que Jacqueline Kennedy a apporté avec elle une malédiction noire, un sillage de sang qui a déjà emporté 2 présidents et maintenant son unique fils. Pour le patriarche, le schéma est d'une clarté terrifiante. Tout ce que Jackie touche finit par pourrir ou par mourir. Le mariage qui avait fait trembler la planète n'est plus qu'un cadavre qu'on refuse d'enterrer. Jackie fuit la tristesse poisseuse de son mari pour retrouver les lumières de New York, préférant les galas à l'agonie d'un homme qui lui reproche, par ses silences, la mort de son héritier. Ils ne sont plus 2 amants, ni même 2 partenaires. Ils sont 2 prisonniers liés par un contrat dont l'encre a le goût du fiel. Sa fille, Christina, n'aide en rien. Elle crache son mépris pour la veuve de l'Amérique, alimentant la paranoïa de son père, répétant que cette femme est un oiseau de mauvais augure. L'atmosphère de la maison Onassis devient toxique, saturée de rancœur et de l'odeur des médicaments. Aristote suffoque. Ses poumons, usés par des années d'excès, lâchent prise. À quoi bon respirer? À quoi bon régner si le trône est vide et que l'avenir a été enterré sous une dalle de marbre à Skorpios? Dans ce naufrage final, une seule bouée demeure. Maria. Celle qui l'a humiliée, celle qui l'a abandonnée devant les caméras du monde entier, redevient son unique refuge. À Paris, loin des contrats et des Kennedy, ils se retrouvent. C'est un retour aux sources, une réconciliation amère où les mots ne suffisent plus à réparer les années perdues. Il lui avoue qu'elle est l'unique amour de sa vie. Une vérité qu'il a mise une éternité à admettre et qu'il ne pourra jamais concrétiser. Mais le temps est un créancier qui ne fait pas de remise de peine. Avant de découvrir le dernier souffle de l'homme qui possédait tout mais ne tenait plus rien, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de nos récits sur les dynasties brisées. Au début de l'année 1975, le corps d'Onassis rend les armes. Il entre à l'hôpital américain de Paris, un lieu aseptisé où sa fortune ne lui offre aucun privilège face à la mort. Dans ses bagages, un seul objet compte vraiment. Une couverture en cachemire rouge, un cadeau de Maria Callas. Il s'y accroche comme un naufragé à une planche de salut, refusant de la lâcher, comme si cette laine contenait encore un peu de la chaleur de la diva. Le 15 mars 1975, à 69 ans, le cœur de l'armateur s'arrête de battre. Le roi est mort.
seul dans une chambre d'hôpital, brisé par un chagrin qu'aucun compte bancaire n'a pu anesthésier. Il est ramené à Skorpios, cette île qu'il avait façonnée pour son plaisir et qui est devenue son cimetière. Il repose désormais aux côtés d'Alexandre. Quelques années plus tard, sa sœur Artémis les rejoindra, puis Christina, foudroyée par une crise cardiaque à 37 ans dans une chambre d'hôtel de Buenos Aires, fuyant une vie de dépression et de mariage raté. La dynastie s'éteint dans un murmure. Après le décès d'Aristote, Christina a dû acheter le silence de Jackie pour 25 millions de dollars. Une somme colossale pour que la veuve ne conteste pas le testament et disparaisse enfin du paysage. 55% de la fortune est allée à Christina, tandis que les 45% restants ont servi à créer la Fondation Alexander S. Onassis. Une manière de transformer la mort d'un fils en une éternité de bourses d'études et de centres médicaux. Maria Callas, elle, n'a jamais survécu au départ d'Aristote. Elle avait tout donné, sa voix, sa santé, sa dignité, pour un homme qui l'aimait mal mais ne pouvait se passer d'elle. Elle s'éteint en 1977, isolée dans son appartement parisien à seulement 53 ans. En 1979, ses cendres sont dispersées au large de Skorpios. Le vent et le sel ont enfin réuni les deux amants terribles dans les eaux de leur patrie. L'empire Onassis, lui, s'est dissous. Le yacht Christina est devenu un musée flottant. Les avions d'Olympic Airways ont été nationalisés et l'île de Skorpios a fini par être vendue à des mains étrangères. Que reste-t-il de l'homme qui voulait posséder l'horizon ? Un testament rédigé à la hâte dans un jet privé rempli de méfiance envers sa propre épouse. L'histoire d'un réfugié qui a bâti des montagnes d'or pour s'apercevoir au sommet que l'air y était irrespirable sans ceux qu'il aimait. Il aurait donné chaque dollar, chaque navire, chaque île pour une seule minute de plus avec Alexandre. Certains empires tombent sous les assauts des armées. Celui d'Onassis s'est effondré sous le poids d'une solitude que l'argent ne fait qu'accentuer. Le passeport Nansen, ce papier de paria, était peut-être le seul objet honnête de sa vie. À la fin, nous redevenons tous des apatrides face à l'éternité.